Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Aujourd'hui, nous allons accueillir une femme extraordinaire, Morgane, qui a traversé un parcours de santé particulièrement difficile. Morgane a récemment été diagnostiquée avec l'adénomiose, une maladie méconnue mais dévastatrice. Aujourd'hui, elle nous ouvre son cœur pour partager son histoire de douleur, de persévérance et de choix difficiles. Excellente écoute. J'ai été diagnostiquée d'adénomiose le 7 juillet 2023. On a écarté l'endométriose le 2 novembre. J'ai eu beaucoup de difficultés, et ainsi que les médecins, à savoir exactement ce que j'avais, puisque les symptômes qui sont dus normalement à l'adénomiose et endométriose ne font pas partie... je n'ai pas vraiment les symptômes de ce que m'avaient dit les médecins. Je ne fais pas de règles hémorragiques. Je n'ai pas de douleur à proprement dit pendant les rapports sexuels. Je vais avoir des spasmes au niveau du ventre, mais pas de douleur. Et on m'a dit que je n'avais pas de douleur au bon moment, que c'était pas le bon moment du cycle pour avoir ces douleurs-là. Pour savoir ce que j'ai, le chemin était lent. En fait, je me rappelle que quand j'avais mes règles enfants, je les ai eues assez tôt, je finissais souvent à l'hôpital avec sous perfusion pour calmer les douleurs. Je me rappelle quand j'étais gamine, je me mettais au bord du lit, je me basculais avec une bouillotte tellement que la douleur était importante. Ça a été assez compliqué. J'ai passé une première IRM en 2021. À cette époque, j'avais un médecin traitant qui ne croyait pas forcément, elle n'y croyait pas forcément que ce soit des douleurs au niveau du cycle menstruel. Mais elle me l'a quand même fait et en fait, je me suis précipitée sur le premier centre d'IRM qui pouvait me recevoir, qui pouvait prendre mon rendez-vous. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite puisque on n'est pas, c'est mieux de prendre des spécialistes. En février, j'ai eu un début de crise qui ne s'est jamais arrêté. Ça a été la crise la plus forte, la crise la plus longue, puisqu'avant, j'avais des périodes, on va dire de 2-3 mois, où j'avais des douleurs pendant les cycles, donc ovulation et règles. Et là, c'était vraiment tout le temps, avec la jambe gauche qui se bloquait en permanence. En fait, j'avais tout le temps très mal côté gauche. Et irradiation de temps en temps en bas. Donc, mon médecin a du coup prescrit une échographie et il m'a demandé de le faire avec un spécialiste. Donc, je suis allée voir un radiologue, Dr Carteret, sur Clinique du Temps-Dieu à Bordeaux, qui travaille avec l'IFEM, en relation du moins avec l'IFEM. J'ai réussi par chance à avoir un rendez-vous avec le radiologue pour une échographie très rapidement, ce qui était
exceptionnelle puisque quand j'ai voulu prendre rendez-vous, donc on était à peu près au mois d'avril, c'était bloqué, les rendez-vous étaient bloqués jusqu'au mois d'octobre et n'étaient pas ouverts pour les autres mois. Ouais, je me suis dit que ça allait être très 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 long et que j'allais devoir patienter avec ça et mentalement ça a été très difficile. Et je me suis dit je vais m'accrocher tous les jours, 2 fois par jour, je vais checker les places et peut-être qu'il y aura un désistement et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un désistement. Donc au mois de mai, j'ai eu l'échographie de contrôle. J'étais très paniquée parce que j'avais vraiment très peur de l'endométriose. À ce moment-là, l'adénomiose, j'avais entendu l'adénomiose, enfin cette maladie, mais je m'étais jamais vraiment renseignée sur ce que c'était, pourquoi, comment, enfin je ne savais juste le nom. Et en fait, il me dit écoutez, je ne vois pas d'endométriose sur l'échographie. Par contre, je vois de l'adénomiose. Et là, je me suis figée. Je me suis dit, mais ok. Et je pense qu'il s'en est rendu compte. Et là, il m'a expliqué donc, que l'adénomiose est une maladie cousine de l'endométriose, qu'elle touche uniquement l'utérus et qu'il fallait confirmer par une IRM. Donc, j'ai eu rendez-vous 2 semaines après avec ce docteur pour passer l'IRM. Il faut savoir que les résultats, on ne les a pas de suite. Et puis, à ce moment-là, lui était à l'étranger. Donc, j'ai mis, je crois que c'était 3-4 jours, en comptant le week-end, à avoir ces résultats. Et là, en fait, dans ma tête, c'était un peu compliqué puisque j'avais déjà commencé à me renseigner, à savoir ce que c'était. Et quand j'ai eu l'IRM, là, on m'explique que, sur le compte-rendu, on me dit qu'on ne voit rien. Ni d'adénomiose, ni d'endométriose. Et là, je me suis un peu perdue. Enfin, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Et je suis allée voir mon médecin. Alors, il faut savoir que j'ai un médecin traitant. Et comme il n'est pas là toute la semaine, il a une médecin remplaçante qui, elle, a travaillé dans les centres gynécologiques, dans les unités gynécologiques. Et donc, elle est capable, sur certaines choses, de pouvoir bien répondre. Et c'est elle qui m'a le plus aiguillée, finalement, parce qu'elle était vraiment... elle avait été dedans, dans la gynécologie. Et donc, elle m'a commencé à me donner un traitement hormonal spécial pour l'endométriose, puisque pour elle, les résultats ne voulaient strictement rien dire. L'échographie, elle m'a dit qu'il y avait de l'adénomiose, que c'était un spécialiste. Donc, et puis, il faudrait avoir un rendez-vous avec un autre gynéco pour pouvoir avoir des informations. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un gynéco que j'avais déjà rencontré, puisque c'est le cabinet qui m'a reçue pour me faire accoucher. Et là, elle me dit, écoutez, au vu des résultats, il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas d'adénomiose. Le traitement du médecin que vous a donné, le traitement que vous a donné le médecin n'est pas bon. Donc, il faut retourner sur une autre pilule et ça ira mieux. De toute façon, les douleurs, faut aller chercher ailleurs. Ça ne vient pas de l'utérus. Quand je suis sortie, franchement, j'ai pleuré parce que je veux savoir. J'ai mal, c'est pas pour rien et je veux comprendre. Et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, écoute, voilà ce que m'a dit le gynéco et qu'est-ce que je fais ? Il me dit, écoute. Le médecin traitant t'a fait un courrier pour l'IFEM. Tu vas monter ton dossier pour l'IFEM et puis on verra à ce moment-là ce que tu feras. Mais au moins, fais ça. Et ne change pas de traitement. Tu gardes le traitement que le médecin traitant t'a donné. Donc, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. J'ai monté donc mon dossier de l'IFEM. Il faut savoir que quand... j'ai commencé... alors, je dis que mon diagnostic a été long puisque j'ai eu des douleurs depuis très longtemps. Mais au final, quand on a lancé les premières vraies recherches, on va dire à partir de février, ça a été très rapide. Ça a été en fait, du moment où je me suis entourée des bons médecins, des bons spécialistes,
Ça a été rapide au point où je n'ai pas encore eu le temps de digérer certaines choses, ni certaines informations. Et j'ai encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. Donc, j'ai préparé mon dossier, je l'ai envoyé. Et je me suis dit que ça allait mettre 3-4 mois, voire même plus. Des fois, je me suis même dit que ça pouvait prendre l'année. Parce que quand même, les rendez-vous sont... je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Et puis, je me sentais pas... au vu de mes résultats d'imagerie, je me suis dit, mais en fait... il va falloir que j'attende très longtemps pour avoir des réponses. Une semaine après, j'avais un rendez-vous. Ils m'ont contacté pour me donner une date de rendez-vous. J'étais vraiment contente et ça m'a soulagée. Donc j'ai rencontré le 7 juillet un spécialiste de l'IFEM, remplaçant du docteur Merlot. Il m'a expliqué que l'imagerie en soi n'est pas totalement sûre. Que du moment que le docteur Carteret avait vu l'adénomiose sur l'échographie, étant donné que il est très fort dans son domaine, c'est qu'il y a de l'adénomiose. L'endométriose, il m'a expliqué, c'est pour ça que je dis que la confirmation qu'il n'y en a pas qu'à partir du 2 novembre, c'est parce que il me dit des fois quand elle est diffuse, on la voit uniquement par célioscopie. Il me dit c'est vrai que vos atteintes sont légères, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de douleur. Il y a des femmes qui ont des atteintes sévères et vivent très bien avec et n'ont absolument pas de douleur, et vice-versa, comme des femmes qui en voient rien aux imageries. Et quand on regarde par célioscopie, en fait, il y a beaucoup d'atteintes endométriose, donc ça ne veut strictement rien dire. Il m'a demandé de continuer le traitement qui était mis en place par le médecin traitant, parce que c'est exactement ce qu'il aurait prévu de me mettre, et d'attendre à peu près 3 mois pour que le traitement agisse vraiment, parce qu'en fait, on a mis en place le traitement, ça faisait 1 mois et demi à peu près. Donc il m'a dit de continuer comme ça, et qu'au prochain rendez-vous, on allait réfléchir si on partait sur une cellule exploratrice pour voir les différentes atteintes. Vraiment, quand j'ai eu le bon médecin, tout s'est enchaîné. En fait, avant, quand il a confirmé pour l'adénomiose, pendant toutes ces périodes-là où j'avançais, et depuis des années, du moment où j'ai eu ma première IRM, je me suis vraiment sentie folle parce que pour moi, j'avais mal, mais les médecins disaient qu'il n'y avait rien. Et ça a été très difficile. Et puis en plus, certaines personnes de mon entourage me disaient comme quoi j'étais hypocondriaque. On m'a dit que c'était normal d'avoir mal. Et on m'a aussi dit qu'il fallait avoir un enfant pour ne plus avoir mal. Bon, ça n'a rien changé du tout. Mais c'est vrai que ça atteint. Enfin, vraiment, on se pose la question. Et j'ai dit à mon mari une fois, j'ai dit, mais en fait, je suis folle. Il me dit, non, t'as des douleurs. Mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Je lui dis, oui, mais on trouve rien. Et je sais pas. Donc, quand j'ai commencé à avoir mes douleurs en février, la première chose que je me suis dit, c'est normal, t'inquiète pas, ça va passer, ça va aller. Il faut savoir que de mi-février, début février, au 2 novembre, j'ai eu une 20aine de jours cumulés, sans douleur. Franchement, ça a été les moments les plus difficiles. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de douleur, une fois que tu n'as plus de douleur, ne serait-ce qu'un jour, tu te dis « Waouh, ça y est, la crise est terminée ». Et le seuil de douleur que tu pouvais avoir acceptable, je l'ai retrouvé diminué. C'est-à-dire que les douleurs, je m'étais, entre guillemets, habituée à les avoir. Et quand j'avais plus mal, mon corps relâchait. Et quand je recommençais ces douleurs, c'est comme si je devais recommencer à accepter les différents paliers de seuil de douleur pour pouvoir vraiment me réhabituer. Et c'est vrai que ces moments-là étaient très difficiles. Et je me souviens d'être allée voir mon médecin et il m'a demandé si les traitements qui avaient été mis en cours apaisaient. Et je lui ai dit oui, partiellement,
mais c'est soit je continue à avoir mal tout le temps, soit on m'enlève la douleur totalement. Je n'arrive pas avec ces jours de répit. C'est trop violent. En fait, je pouvais me reposer à ce moment-là, mais quand ça revenait, c'était difficile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les douleurs les plus importantes étaient vraiment, vraiment très activées selon la charge émotionnelle que je pouvais avoir, la fatigue, le stress, ce qui peut se passer dans une journée. Enfin, voilà. Mon médecin a commencé à me prescrire certains médicaments. Donc, on a commencé par l'Acupan, plus du kétoprofène. Le problème, c'est que j'ai dû arrêter très vite le kétoprofène puisque j'ai commencé à faire des gastrites très régulièrement. En fait, du moment où je prenais le kéto, c'était direct gastrite. Et finalement, à la fin, je finissais à SOS Médecins pour partir sur des intramusculaires de kétoprofène puisque je n'avais pas du tout la même sensation. Enfin, je n'avais pas d'effet secondaire avec les intramusculaires de kétoprofène. Je n'avais absolument pas d'effet secondaire. Pas de douleur d'estomac, tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Par la suite, on a commencé à mettre en place, avec mon médecin traitant, l'amaline, l'Isagis. Et on a mis en place le traitement, on va dire, de secours, fin secours, de la morphine prolongée et rapide. Je vais pas mentir, j'en ai pris très peu. Très peu parce que j'ai très peur des conséquences de ces médicaments. Alors, Isalgie, j'en ai pris plus parce que je l'ai eu plus longtemps, même si je n'ai pas la sensation qu'il ait fait effet. Il a peut-être pas aggravé les douleurs. Et la morphine, vers la fin, je n'avais plus d'effet, on va dire, parce qu'au début, j'étais vraiment shootée quand j'en prenais. Mais les crises étaient vraiment, vraiment violentes. Vers la fin, ça allait. Par contre, la tension n'y était pas. Et c'est vrai que je la prenais uniquement quand je savais que le lendemain matin, je n'avais pas besoin de conduire. Donc, je la prenais plutôt le soir. Parce que j'ai failli avoir un accident. J'ai eu des hallucinations sur la route le matin quand j'avais pris la morphine la veille. Donc, pour ma sécurité, la sécurité des autres, c'était pas possible. Donc, si j'avais vraiment très mal, c'était donc Isalgie et puis SOS Médecins. J'arrivais pas pendant une période, mais selon les moments, je n'arrivais plus à sortir de ma voiture. Comme j'ai dit juste avant, j'ai la jambe gauche qui se bloque et pour sortir de la voiture, il fallait que je porte ma jambe pour la décaler. Et c'était très difficile de me redresser. Le fait de devoir se redresser, de se mettre droite et de s'appuyer sur cette jambe gauche, c'était long. Le temps que je sorte de la voiture, c'était long. C'était pareil pour les chaises. Quand j'étais assise, pour me relever, il fallait toujours un accoudoir ou une table en face ou que je m'appuie sur le fauteuil parce que des fois, les douleurs étaient trop prenantes. Les escaliers devenaient compliqués. Mon mari refusait un petit peu que je me mette en robe. Loin de là, que ça lui plaise, hein. Mais en fait, quand je n'étais pas capable de monter les escaliers, il m'attrapait les parties des jambes, le tissu des jambes, et me montait tel un pantin pour que j'arrive à passer, puisqu'en fait, c'était compliqué, quoi. Donc, il fallait le faire avec... il fallait qu'il m'aide. Quand je sortais, quand j'avais ces douleurs, je ne savais pas si j'allais pouvoir sortir le lendemain. Et quand je sortais pour me promener avec les enfants le samedi, mon mari était inquiet pour la sortie le dimanche. On allait pouvoir se promener. Et en fait, j'ai décidé de ne plus écouter ces douleurs et de vivre. Donc, c'est-à-dire que si on sortait le samedi, on sortirait le dimanche. Mais j'étais capable de dire, écoute, là, faut stopper parce que je vais plus pouvoir marcher.
on va s'arrêter, je me pose un petit peu, je m'assois un petit peu et on repart vers la voiture. Les enfants l'ont très bien compris, je n'ai jamais été à leur faire des secrets. Ils ont toujours su, je leur ai de suite expliqué ce que c'était, pourquoi j'avais mal, ce qui était mis en place pour pas que j'ai mal. Je leur ai expliqué aussi quand je prenais de la morphine, parce que je n'allais pas forcément réagir comme je pouvais réagir habituellement. Donc ils ont vu que je partais souvent SOS médecin et ils ont vu une fois où je me suis retrouvée coincée dans les escaliers. En fait, j'ai commencé à vouloir monter. J'avais eu une journée extrêmement stressante et douloureuse. J'ai voulu monter dans les escaliers et je me suis effondrée dans les escaliers. Mes jambes ne me tenaient plus et j'ai été dépassée par la douleur. Je ne la gérais plus, je ne la contrôlais plus. Ça a été un moment très très difficile. Mon mari était à côté, a essayé de me relever, je ne pouvais pas. Il m'a mis une bouillotte, il m'a mis une couverture pour essayer d'attendre le moment où je serais débloquée. Et à la fin, sachant que j'avais pris de la morphine quelques heures auparavant, donc la morphine n'a pas agi sur les douleurs, j'aurais tendance à dire que ça a peut-être agi sur le stress, sur le relâchement. Je n'arrivais vraiment plus à gérer. On a été obligé d'appeler le SAMU pour faire quelque chose, pour encore trouver des solutions. Et je suis tombée sur 2 femmes extraordinaires. Honnêtement, dans cette période, je ne me suis jamais sentie jugée par qui que ce soit, jamais remis en place. Je n'ai pas eu de mots, j'ai pas entendu de phrases qui auraient pu me faire mal, parce que je pense que ça se portait sur moi, la douleur, même si j'avais pris l'habitude d'avoir un poker face, comme je disais. Éteindre toutes les émotions qu'il pouvait y avoir sur le visage à part le sourire et voilà, donc du coup ces 2 femmes sont arrivées, on a réussi à me dégager de l'escalier parce que ils avaient prévu s'ils n'arrivaient pas de déclencher, alors je sais plus le nom exact, c'est un médecin qui vient pour calmer les douleurs en urgence. Et je me rappelle très peu de ce moment-là. Je sais que je suis arrivée à l'hôpital, au service maternité de Libourne, service d'urgence maternité à Libourne, que je suis tombée sur interne, infirmière, vraiment très très gentille. Ils ont été 5 au minimum à me mettre sur la table d'auscultation parce que mes jambes ne me tenaient toujours pas. Et à un moment donné, alors je l'ai retrouvé sur le compte-rendu de l'hôpital, ils m'ont demandé mon seuil de douleur. Vous savez, souvent à l'hôpital, ils nous demandent entre 0 à 10 quelle est à quelle note vous pouvez donner votre douleur. Et là, je lui dis, je peux pas vous répondre à ça. Je lui dis, c'est simple, vous me donnez un couteau maintenant, je me plante le couteau. Et vous faites ce qu'il y a à faire. Et j'étais arrivée à un stade où j'aurais pu être capable de prendre un couteau et de me le planter dans le ventre tellement que les douleurs étaient insupportables. Et en fait, ça a été de pire en pire. Ça a été vraiment de pire en pire. En fait, la douleur vraiment augmentait et ça devenait insupportable. J'ai une amie qui souffre de douleurs chroniques, qui a toujours été présente, même quand les examens étaient négatifs et qui, du coup, m'a beaucoup conseillé sur les différentes méthodes qu'on pouvait tester. J'ai testé l'ostéopathie avec mon ostéopathe, qui calmait sur le moment, mais ça n'a pas duré. Elle m'a conseillé un TENS, sur l'électrostimulation pour soulager sur le moment, mais le problème c'est que ça me permettait de continuer mon stage convenablement, mais dès que j'enlevais ce TENS, la douleur revenait.
C'était très, très difficile. Pour les ressentis des douleurs, je suis passée par différentes douleurs selon les moments. J'allais de la moins douloureuse, c'est-à-dire un poids où j'ai l'impression que j'allais m'éclater au sol tellement que mon utérus était lourd, mon bas-ventre était lourd. Avec un étau aussi. C'était pas pareil, c'était pas les mêmes sensations. J'ai eu droit à des décharges électriques, des aiguilles, des petites aiguilles. J'avais la sensation qu'on me plantait des petites aiguilles. Et je crois que la plus violente, c'est quand j'avais la sensation qu'on me plantait un couteau dans le vagin, qu'on remontait dans le ventre et que ça tournait. Voilà, j'avais l'impression qu'on était en train de me déchirer de l'intérieur. Et je pense que cette douleur, c'était vraiment la douleur qui me faisait prendre de la morphine tellement que c'était vraiment, vraiment horrible. Ma famille a été quand même impactée par tout ça. Mon mari a pris beaucoup de choses sur lui. Il voyait que des fois, le soir, je pouvais pas marcher. Je pouvais pas préparer à manger, même si j'essayais. Je me suis jamais relâchée. J'ai jamais voulu m'écouter. Et en fait, ils prenaient beaucoup le relais. Les enfants, maman, tu veux une petite couverture? Maman, tu veux que je te donne la main? Maman, est-ce que ça va? Là, tu peux continuer à marcher? Toujours avec de la bienveillance. Faut savoir qu'ils ont quand même été suivis. Par rapport à ça, j'ai été claire avec les médecins qui les ont accompagnés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de traumatisme dans la foulée. Parce que c'était hors de question que vraiment ça impacte sur tout. Du début où j'ai eu les douleurs, la grosse crise, comme je disais, j'ai refusé de m'écouter. Je me suis mise dans une sorte de bulle pour me protéger. Il faut savoir que j'ai des troubles de l'humeur, j'ai des troubles bipolaires. Et que je sais pertinemment que si je fais pas attention, je pourrais très vite tomber dans des phases extrêmes, donc dépression ou hypomanie, maniaque. Et donc j'ai toujours fait très attention de rester dans un contrôle pour pas plonger, parce que j'ai tendance plus à être dans la dépression, pour ne pas plonger, pour garder la tête haute. Et donc j'ai refusé de rester au lit plusieurs fois quand je n'arrivais pas à marcher. J'ai refusé de... Je pense que tout est pour tout. J'ai eu 3 jours d'arrêt l'année dernière. Enfin, pas l'année dernière, mais toute cette année. Parce qu'il était hors de question que ces douleurs prennent sur mon moral. Alors c'est vrai que si, ça a pris sur mon moral parce que c'était très dur, très, très intense, très difficile, mais il était hors de question que ça le prenne. Je n'ai jamais voulu relâcher. Du coup, j'ai eu le rendez-vous avec le docteur le 15 septembre pour faire le point sur le traitement hormonal que m'avait prescrit mon médecin traitant. Mon mari a tenu à être présent. On avait beaucoup discuté ensemble de ce que je ne voulais pas et ce que je voulais. Et ce qu'on prévoyait ensemble. On voulait plus d'enfants. On veut plus d'enfants. On en a 2 magnifiques qui sont très bienveillants, qui sont super, qui sont... c'est des amours. Je voulais plus d'enfants. Et lui non plus. Même s'il y a toujours une supposition de ce qu'on pourra faire plus tard, parce qu'on sait jamais ce qui est fait demain, non. On a commencé donc du coup à parler de l'hystérectomie tous les 2. Parce qu'en fait, je ne voyais pas de solution pour stopper la douleur. On avait essayé beaucoup de traitements. Les traitements antidouleurs ne fonctionnaient pas. Les traitements anti-inflammatoires ne fonctionnaient pas. Ça n'apaisait plus. À la fin, j'avais des infirmiers qui venaient aller, on va dire, j'avais peut-être 4-5 jours de traitement et revenaient presque toutes les 2 semaines. Ça fonctionnait pas. Il y avait plus rien qui fonctionnait. Donc on a décidé tous les 2 de stopper la douleur.
Donc le 15 septembre, le rendez-vous, mon mari est présent. Le médecin commence à planifier une cœlioscopie explorative, de façon à voir les atteintes, voir ce qu'il en est, voir s'il y a de l'endométriose. Et je me revois tenant la main de mon mari et verbaliser cette fois-ci la décision de faire une hystérectomie. C'était pas à lui de le dire, c'était à moi de le demander. Et ça me fait peur, ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'ai jamais été opérée. Et puis on enlève un organe, en fait. On enlève quelque chose de notre corps qui a été super parce qu'il m'a donné les plus beaux enfants et que ça a été un moment fantastique. Ces 2 moments étaient fantastiques pour moi, que j'ai adoré accoucher. Genre, j'ai pas aimé mes grossesses, mais j'ai adoré accoucher. Je faisais vraiment ce deuil sur cet utérus qui m'a fait souffrir, mais c'était le deuil. Je lui ai expliqué tout l'impact sur ma vie, que mes enfants me demandaient de danser avec eux, et en fait, je n'étais plus capable réellement de danser avec, sans devoir m'asseoir en plein milieu de la musique pour me poser. Et je pensais pas qu'il accepterait, en fait. Donc avant de prendre sa décision, il me fait passer un examen pour vérifier le col, vérifier tout ça. Et en fait, il me dit, est-ce que ça fait mal là ? Je lui dis oui, mais ça m'a toujours fait très mal. Et je lui dis stop, arrêtez, parce qu'en fait, quand on me vérifie le col, qu'on vérifie un peu tout à l'intérieur, j'ai toujours eu la nausée, des vertiges, et ça m'a toujours fait très mal, extrêmement mal. Il m'a dit, mais c'est normal, c'est que on touche quand on fait cet examen l'utérus. Donc il accepte l'hystérectomie. Il m'explique qu'il va pratiquer une hystérectomie totale. Il va retirer l'utérus, les trompes et le col, mais qu'il y aura une conservation des ovaires afin de ne pas mettre en ménopause avant. Donc j'ai toujours mes cycles, mais je ne perds plus de sang puisque je n'ai plus l'utérus. Faut se dire que je ne m'attendais absolument pas à sa réponse positive. Je vois tellement de femmes qui galèrent qui demandent cette hystérectomie, qui en a ras-le-bol, qui tombent sur des gynécos qui leur disent non, on ne fait pas d'hystérectomie parce que vous n'avez pas assez d'enfants, parce que vous êtes trop jeune, parce que voilà. Et honnêtement, j'étais dans l'idée que j'allais me battre. J'avais préparé quelques petits textes, mais je pense que le fait que je lui explique qu'en fait, il y avait un réel impact dans ma vie, que j'avais dû quitter le travail 1 ou 2 heures avant la fin de mon travail, qu'en formation, c'était très fatigant, que je craquais régulièrement, que j'ai eu... je suis tombée plusieurs fois dans les bras d'une de mes formatrices qui a été très présente. Mes collègues de formation qui faisaient attention, qui voyaient quand j'étais un peu couchée sur la table et que c'était la pause, ils me proposaient d'aller me chercher quelque chose à grignoter ou à boire pour pas que j'ai à me déplacer. En fait, il y avait vraiment un impact à la maison, je pouvais plus faire certaines choses. Alors je les faisais, mais très difficilement. Et en fait, c'était difficile. Et même pour mes enfants, le fait de plus pouvoir danser. Et en fait, mon but après tout ça, vraiment, mon objectif, c'était de vivre. Et je me souviendrai toujours de la phrase de mon fils quand je lui expliquais que j'avais pris la décision de me faire opérer. Il m'a dit mais maman, après l'opération, tu pourras danser avec nous. Et je lui ai dit oui. Bon, je lui ai dit, tu me laisseras un peu de temps pour que je me repose, mais après, je pourrai. Il me dit, alors je stresse pas du tout, je suis trop content que tu te fasses opérer. Ma fille était un peu plus stressée, mais c'est pareil, elle est contente. C'est pas pareil.
Ça a été très dur psychologiquement pour l'opération. Donc le 2 novembre, la date était fixée. Quand il m'a donné le 2 novembre 2023, j'ai regardé mon mari, j'ai senti un stress monter en moi. Et dans ma tête, ça a fait tilt 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, on va m'enlever ma douleur. 1 mois et demi, il me reste plus qu'1 mois et demi à souffrir, à avoir mal, à pleurer de douleur dans mon lit, à essayer de faire face à tout. Et je me souviens que le 2 novembre, enfin la veille du 2 novembre, je voulais passer une super journée avec mon mari. Je voulais qu'on sorte, je voulais qu'on s'éclate. Et le stress, la douleur m'a un peu mis à terre. J'étais très fatiguée, très éteinte. Alors mon mari a essayé de me booster. Il m'a amené faire les magasins un 1er novembre. C'est une catastrophe. On l'a fait, ça m'a fait rire. Lui, ça lui a fait du bien aussi de passer un temps avec moi. Et donc je me suis couchée et je devais aller à l'hôpital à 13h le 2. Et pareil, le matin, je mangeais mes joues pour essayer de ne pas craquer. La peur. J'avais très peur de l'opération, j'avais peur des douleurs qu'il pouvait y avoir, j'avais peur que ça ne s'arrête pas. Je voulais pas croire. J'arrivais pas à croire qu'on pourrait stopper mes douleurs. Je sais pas comment l'expliquer, j'avais peur que ça continue, j'avais peur d'avoir de nouvelles douleurs. Quand je suis partie dans le bloc opératoire, j'étais pas sûre, j'étais pas convaincue et j'avais très peur. Je me souviens que quand ils m'ont mis le masque à oxygène sur moi, j'ai les larmes qui ont commencé à couler. Je me sentais comme pour une anesthésie, je commençais à avoir la tête un peu qui tourne et le fait de se sentir comme ça, pour moi c'est très difficile. J'aime pas relâcher prise, j'ai peur de relâcher prise et voilà. Donc avant l'opération, j'étais pas bien. Et après que je sois remontée de la salle de réveil, j'avais une force, je sais pas décrire ce que j'ai ressenti. J'allais bien, j'étais souriante, j'avais la pêche, j'avais l'humour, c'est comme si on m'avait enlevé un poids qui m'affaiblissait et qu'en fait on m'avait enlevé ce poids et que tout devenait léger, tout devenait... Quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai les infirmiers et aides-soignantes qui sont venus pour reprendre les constantes, voir comment ça allait. Et donc je me suis fait opérer à 15h30. Je suis remontée vers 19h en chambre, 19h30. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'on mangeait le soir. Bon, ils m'ont dit qu'avec une cœlioscopie, c'était pas possible de manger comme ça. Je lui ai dit, vous charriez. Je lui ai dit, depuis 6h ce matin, j'ai pas mangé. Là, faut que je mange. Ils ont accepté que de me donner de compote. Ça a été très difficile. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, vous voulez pas me donner à manger ce week-end, je mange une raclette. Voilà, j'étais vraiment dans l'idée de... Ça allait, j'avais plus mal. Alors si, j'avais les douleurs de la cœlioscopie, les gaz qui commençaient à arriver, qui sont pas forcément très agréables, qui sont même très douloureux par moment, mais ça allait. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec cette convalescence parce que comme j'allais vraiment bien, que j'avais retrouvé une énergie, qu'on m'avait enlevé ce poids, comprendre que mon corps avait de nouvelles limites, ça a été très difficile. Je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à me reposer parce que
j'en étais pas capable en fait. Parce que je marchais quand je pouvais pas marcher, je m'occupais j'allais au travail alors que je ne pouvais pas marcher. Enfin, il y avait, pour moi, je ne me basais plus sur des limites. Et pendant que je me reposais, après l'opération, je connaissais plus mes limites. Donc il a fallu que je me réadapte. J'en ai peut-être un peu trop fait. J'en ai même trop fait et je pense que ça a été une erreur. Je vous conseille vraiment que si vous subissez une hystérectomie, vraiment de vous poser, que ce soit par célioscopie, que ce soit par d'autres moyens, d'autres façons, d'autres techniques, reposez-vous. J'ai eu la chute d'Escar 2 semaines après, qui m'a fait très peur. Alors, la chute d'Escar, c'est un gros caillot de sang. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. C'est un gros caillot de sang qui tombe dû à la chirurgie. Et c'est vrai que je me suis mise à saigner d'un coup. Enfin, ça m'a fait très peur. Ça n'a pas duré. Hein. C'est vraiment un caillot de sang qui est tombé et c'était fini. Mais j'ai quand même appelé le chirurgien parce que j'avais été très angoissée. Et en fait, cette chute d'Escar m'a tellement fait peur. Ça s'est passé le vendredi et tout le week-end, je n'ai plus du tout bougé. Je me suis reposée. J'ai dit à mon mari, je ne fais plus rien. Je fais comme si c'était au début. Comme si j'aurais dû faire au début. Je ne bouge pas. Je fais mes petites bricoles pour marcher. Je crois que même que je m'étais interdite de marcher, vraiment de peur que ça recommence. Et c'était bête parce que c'était prévu en fait. C'était vraiment, c'était normal. Mais j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau d'un ovaire, toujours côté gauche. Je me suis dit que c'était peut-être ma première ovulation qui arrive dans les débuts, qui peut être très douloureuse. J'ai eu mal et j'ai été en même temps constipée. Donc je me suis dit s'il y a peut-être un lien, ça a été assez compliqué. Puis les gaz, j'ai eu beaucoup de mal à les éliminer. Donc ça a été très compliqué. Et du coup, à 3 semaines, donc 6 jours après ma chute d'Escar, j'étais fière de moi parce que je m'étais tellement reposée que l'après-midi, je n'avais plus de perte de sang. Je l'ai de suite dit à 2 amis qui étaient venus me voir à la maison. J'étais super contente. Et en fait, elles sont parties. Mon mari est allé chercher à manger parce j'avais pas la force de faire à manger. Lui non plus, il était vraiment fatigué. On s'est mis à table avec les enfants et là, ça a été le drame. Avant de préciser ce qui s'est passé, je tiens à dire que c'est un cas rare, que ça n'arrive pas à chaque chirurgie. Il n'y avait aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Le chirurgien a bien regardé dans le détail de la chirurgie. Rien ne pouvait prévoir ça. Ce n'est pas le fait que j'ai beaucoup bougé. Peut-être que, ça devait arriver. J'ai senti une bulle comme quand je perds des caillots. Sauf que cette bulle, elle était vraiment énorme et descendait vraiment le long de mon corps. Sachant que j'avais une protection. Et j'ai regardé mon mari, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai mis ma main sur mon pantalon entre les jambes et j'avais la main ensanglantée. Il y en avait partout. J'ai de suite regardé mon mari, il s'est passé 1 seconde. J'ai caché ma main sous la table. J'ai dit à mon mari, il faut les faire sortir parce que mes enfants étaient avec nous à table. Et j'ai dit à mes enfants de suite, vous ne me regardez pas. Vous sortez de la pièce. Vous allez en haut. Et ils n'ont pas eu le temps de traverser la pièce. Que j'ai appelé de suite ma voisine en urgence, qui n'a même pas eu le temps d'entendre ce que je lui expliquais, que juste ma voix lui a fait tilt. Elle est arrivée de suite pour récupérer les enfants et elle a confié à sa mère et à sa sœur pour qu'elle puisse venir nous aider. Il y avait du sang partout. J'ai fait une hémorragie, une grosse hémorragie. J'avais les caillots qui transperçaient le pantalon. Enfin, ça a été
psychologiquement très violent. Je pense que pour moi, la partie la plus dure, ça a été ça. J'ai eu peur qu'il y ait une rupture au niveau des points qui étaient dans le fond du vagin et que tout puisse sortir. Donc je me suis retrouvée debout, chose à ne pas faire quand on a une hémorragie. Mais je pouvais plus bouger. En fait, j'étais paralysée par la peur parce que j'avais qu'une peur, c'était de contracter le bas de mon ventre et que ça fasse expulser tout ce qu'il puisse y avoir dans mon ventre. Mon mari et ma voisine a réussi à m'asseoir. On a décidé d'appeler le SAMU dans la foulée. Le SAMU était déjà contacté. Ils ont déclenché le SMUR avec des poches de sang au cas où. Quand les pompiers sont arrivés, alors j'ai pas fait de malaise. En fait, je me suis dissociée à ce moment-là. J'avais très peur, mais il y avait rien qui passait. Je parlais à un moment donné, le médecin du SAMU ne comprenait pas forcément ce qui était en train de se passer. Mon mari était paniqué. Je lui ai dit passe-moi le téléphone, et là je lui ai expliqué tout en détail ce qui s'était passé, comment, mais c'était d'une froideur ventrale. Enfin, ça venait du ventre, des tripes, et il fallait qu'il fasse quelque chose. En fait, c'était maintenant, il fallait qu'il fasse quelque chose. J'avais ma voisine qui me touchait le haut du corps pour essayer de sentir que j'avais que je puisse sentir qu'il y avait une présence. Elle essayait de me rassurer, elle voulait pas que je baisse la tête pour pas que je voie. Alors j'étais assise à ce moment-là, mais pour pas que je voie ce qui était en train de se passer. Et au final, les pompiers sont arrivés, j'ai été mise sur le brancard. Ils m'ont mis dans l'ambulance. Le médecin du SMUR a demandé à ce qu'on me mette 2 perfusions. Donc il y a une perfusion pour de l'eau et une perfusion au cas où qu'il y ait besoin d'une transfusion. Les signes vitaux étaient bons, à part le cœur qui s'emballait. C'est un peu normal, en fait, le cœur essaye de pomper un petit peu plus. Donc on va à l'hôpital, au CHU de Bordeaux. En fait, au début, ils voulaient m'envoyer à l'hôpital de Libourne, et le médecin du SMUR a refusé parce qu'il pensait il considérait qu'il n'avait pas les outils nécessaires pour ce que j'avais, et qu'il valait mieux être évacué au CHU pour qu'il y ait tout, et pour qu'il n'y ait pas une autre évacuation dans la foulée si Libourne ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc je suis arrivée pareil avec une super équipe, ils ont tous été super. Et là, ils ont essayé de stopper l'hémorragie d'abord par un tampon. Et j'ai appelé, quand ils m'ont dit que c'était bon, j'ai appelé mon mari dans la foulée pour lui dire que ça allait. Et sa voix. J'ai compris à ce moment-là qu'en fait, il a eu peur. Il a eu peur de me perdre. Et que je me suis rendu compte, en fait, par sa voix, que j'aurais pu... Si ça n'avait pas été pris à temps, j'aurais pu y passer. Voilà. Quand ils ont mis le tampon, quelques minutes après, ça n'a pas tenu. Ils ont dû continuer ils ont dû faire appel au bloc au chirurgien pour refaire des points. En fait, j'ai une artériole qui a lâché. Il faut savoir que le vagin est très vascularisé et que il fallait que ça arrive. Donc, je suis partie au bloc pour avoir un point. Et les suites ont été, on va dire, normales. Je suis fortement anémiée. On me surveille. On va dire que les conséquences de tout ça, j'ai eu une opération qui s'est très bien passée, où j'ai été très bien. Là, ça m'a fait vraiment très peur. Je déclenche à l'heure actuelle, mais ça, je vais le travailler, la peur du sang. Le fait que je perde encore du sang, c'est très très dur pour moi, parce que je pense que ça devient très lourd. La télé, je peux plus regarder quand je vois du sang sur la télé, je pleure.
Je suis très fatiguée. Le seul point positif réel, c'est que mes enfants n'ont rien vu. Ils ont été très contents d'aller chez la voisine. Ils m'ont déjà vu être évacuée par les pompiers parce que j'avais des douleurs. Donc en fait, ils n'ont pas vu le sang. Ils ne sont pas revenus à la maison tant que mon mari n'avait pas nettoyé tout mon sang. Et je pense que ça, pour lui, ça a dû être très compliqué parce que nettoyer le sang de sa femme, c'est dur. C'est très dur. Maintenant, je me repose. Je me sens pas prête pour le moment psychologiquement à reprendre le travail. On attend le rendez-vous du 15 décembre avec les suites post-op, voir ce qu'il en est. Et on surveille l'hémoglobine en permanence toutes les semaines pour voir si j'augmente bien. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, il y en aurait plusieurs. C'est parler. Si vous n'arrivez pas à parler, écrire. Il faut absolument évacuer tout ce que vous avez dans la tête. Pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Il faut pleurer. Ça fait du bien. Ça permet de relâcher la pression. Crier si vous avez besoin de crier. Parce que des fois, quand on en a ras-le-bol, parce que ça nous envahit, parce que la douleur est tellement importante, il faut évacuer et surtout rire, être entouré et rire. Je dirais que grâce à tout ça, j'ai pu m'entourer vraiment de belles personnes. Mon mari qui a été formidable, qui m'a soutenue étape par étape, qui a toujours suivi mes décisions, qui m'a viré plusieurs fois au lit pour que je me repose. Ne m'a pas réveillée certains matins pour qu'il s'occupe des enfants et que moi je me repose. Enfin, il a été super. Mes enfants qui ont toujours été bienveillants. Il va falloir qu'on arrive encore plus à se poser pour encore plus en parler parce qu'il faut parler de ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ça devienne un sujet secret et sans rentrer dans certains détails, bien évidemment, mais ne pas mettre vos enfants à l'écart parce qu'ils verront que ça ne va pas. J'ai eu des amis et j'ai des amis formidables qui, quand j'avais besoin de pleurer, ont toujours été là, qui m'ont donné des conseils sur ce que comment on devait me traiter à l'hôpital. Ce qui était bien quand j'avais des analyses, c'est elle qui me disait si tout allait bien. Elle est dans le milieu médical. J'ai eu des formateurs qui m'ont compris, qui ont été présents, qui ont été vraiment super. Et même, comme je vous ai dit, les collègues de formation qui ont été pareils, qui ont été au top. Et je me suis donc entourée de toutes ces personnes qui étaient à l'écoute. Il faut aussi accepter d'être aidé quand on en a besoin. Alors c'est difficile. J'ai pas eu tout le temps, je l'ai pas tout le temps fait parce que j'ai besoin de ne pas me laisser abattre. Et surtout, il y a s'écouter, se faire confiance. Quand on sait qu'il y a un problème, il faut le dire. Quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et on se connaît. On sait quand il y a un problème. On sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que si je n'avais pas persisté, je ne serais toujours pas diagnostiquée et j'en serais toujours pas là. Et entourez-vous des bons spécialistes. Vraiment des bons spécialistes. Je dirais pour vraiment pousser les choses plus loin, pour moi, malgré tout ce qui s'est passé, c'est l'une des meilleures années que j'ai pu vivre. Parce qu'en fait, j'ai découvert des perles autour de moi qui m'ont soutenue, qui ont été présentes. J'ai montré que j'avais de la force et du courage. J'ai fait preuve aussi de résilience.
J'ai réussi à dépasser des limites, mais je peux même pas dire. Enfin, je pense pas que j'aurais été capable de ça. Et ça nous a rendus plus forts, mon mari et moi, en fait. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et on est encore plus forts qu'au début, en fait. Et on continuera à être plus forts et à se tenir la main dans la main. Merci infiniment à Morgane d'avoir partagé avec nous son histoire. Son histoire met en lumière la complexité de l'adénomiose et la nécessité de sensibiliser sur ces conditions souvent mal comprises. On lui souhaite un bon rétablissement et je suis certaine que son témoignage contribuera à éclairer et soutenir d'autres femmes qui sont touchées par l'adénomiose. N'hésitez pas à retrouver Morgane sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description, je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. À tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À bientôt pour un prochain épisode, prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme.